Nous, on demande à minima la reconnaissance d'un statut d'exception ici, d'expérimenter une autre manière de vivre. Ce document, on l'a remis aux élus. Rien de tout ça n'est pris en considération, ni la protection de l'environnement, ni la protection des habitats. Ici, on est à peu près à 800 mètres du camp militaire. Défendre 14 000 hectares, c'était quand même pas rien. Le Larzac a représenté dans l'imaginaire français cette contre-culture des années 70. Je suis paysanne et je suis sincèrement engagée pour que ce territoire il continue à vivre et puis qu'il y ait tout un tas de luttes qui puissent fleurir. Vivre en milieu rural, c'est hyper intense. Tu peux presque pas avoir de bagnole et habiter ici. Ce que j'ai senti ici, je l'avais, pour ainsi dire, jamais senti avant. Une énergie humaine qui est énorme et tu te sens porté, quoi. « 20 km au nord de Nantes, le squat en plein air le plus célèbre de France, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ici, plus de projets d'aéroport, mais l'occupation des champs et des forêts continue. Ce jour-là, c'est visite portes ouvertes dans la ZAD. C'est musculaire, j'ai mal. Il parlait que vous pouviez exploiter par an une centaine de mètres cubes sur la zone, quoi. Avec l'inventaire forestier, on pense qu'il faut couper plus maintenant. Il faut qu'on coupe à partir de bientôt environ 300-350 mètres cubes par an. Peut-être on peut continuer par là. Bon, en fait, on va pas faire celui-là, on va faire plutôt l'autre. Michel est forestier. Installé depuis 5 ans dans la ZAD, il s'occupe de l'activité bois. Une seule voie, quoi. Vous voyez, là, il y a un pin, derrière, il y a des pins, avec une écorce un peu rouge, brun-rouge. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça ? C'est le pin maritime. Alors notre projet ici, c'est de poursuivre l'activité forestière qu'on a depuis des années, depuis que cette forêt était censée être détruite pour faire un aéroport et qu'on l'a défendue en y intervenant, que l'État ne vienne pas nous dire qu'on ne la gère pas de manière optimale alors qu'il voulait la détruire pour en faire un aéroport. Sinon on peut aller jusqu'à l'Ambasada qui est une des réalisations faites avec le bois de la ZAD, d'Abracadabois. L'idée d'un aéroport dans le bocage nantais remonte à 1974. Une période de croissance et de grands projets publics. Ce terrain est exceptionnellement situé dans une zone, d'une part, où l'urbanisation est très faible, et d'autre part, où la direction des pistes d'envol ne risque pas d'apporter une nuisance sur des territoires où vraiment la densité de population est relativement faible. C'est la naissance du mot ZAD. En langage administratif, zone d'aménagement différé. 1650 hectares. Pour un projet garanti qualité environnementale, la concession est attribuée à Vinci. Pour les opposants, la ZAD devient zone à défendre. Quand les travaux sont décidés il y a 10 ans, les zadistes occupent le terrain foncier, puis médiatique. On attend plus de 60 bus qui arrivent de partout dans la France. Notre-Dame-des-Landes est un symbole, on vous regarde partout dans le monde. Hein. On va gagner, de toute façon, il n'y aura pas d'aéroport. L'an dernier, l'État enterre le projet vieux de 50 ans. Je constate aujourd'hui que les conditions ne sont pas réunies
pour mener à bien le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et la ZAD, elle est acquise. Elle est à nous. Et la ZAD, elle est acquise. La ZAD qui rit et la ZAD qui pleure. L'État a dû reculer sur l'aéroport. Il ne lâchera rien aux zadistes. Priez d'évacuer, de gré ou de force. Ils sont en train de tout détruire. Soi-disant qu'ils veulent garder les projets agricoles, mais c'est une blague. Tu vois, ici, il y a nos moutons, il y a nos jardins, ils sont en train de tout détruire. La maison qu'on a construite, dans laquelle j'habite depuis des années, ils sont en train de détruire ça. C'est des ordures. Une guérilla forestière. Bilan, des centaines de blessés. La moitié des cabanes détruites. Robocop de merde. Un an plus tard, la plupart de ceux qui sont restés ont signé des conventions d'occupation précaire. Et ben là, on va rentrer les brebis en fait. C'est le cas de Sarah, installée sur la ZAD depuis 4 ans. Allez, c'est parti, hein ? Avec son troupeau de brebis, elle fait partie des 15 projets agricoles acceptés par la préfecture. Et sur la ZAD, tout le monde participe au projet du voisin. L'idée, c'est aussi qu'il y ait une solidarité entre les différentes activités des uns et des autres. On fait ça à plein, on aide. Avec des amis, Sarah a fondé une coopérative bio et solidaire. Les produits et les bénéfices des ventes sont souvent offerts aux grévistes, aux migrants. Ça va comme ça tous les jours. J'avais été en squat à Paris avant, j'avais adoré l'univers des squats, etc., avec une vie politique dense. J'ai adoré vivre à la montagne avec les brebis, etc. Et en fait, quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé un endroit où je pouvais vraiment concilier tout à la fois, parce que voilà, il y avait cette lutte contre le projet d'aéroport, pour d'autres formes d'agriculture, et tout un tas d'autres choses en réalité, quoi, pour réinventer des façons de vivre dans des milieux ruraux, avec beaucoup plus de liens entre les gens, avec beaucoup plus d'entraide. C'était, je pense, pour la première fois, un endroit où j'arrivais à concilier toutes mes aspirations à la fois. Dans la ZAD, Sarah et les autres pratiquent le prix libre, le tarif du lait en fonction de ce qu'on peut donner. Une forme d'autogestion qui se veut loin des clichés. Les voraces. Zadiste, ça n'existe plus. Je pense que zadiste, ça a peut-être eu un sens au moment de la lutte contre le projet d'aéroport. Disons que c'est une étiquette où on a beaucoup été stigmatisés. Une somme de gens qui ont une ambition de vivre un territoire comme un commun, qui ont envie de penser qu'il y a d'autres possibles, qu'on n'est pas obligé d'être droit dans le mur avec le réchauffement climatique. Je suis paysanne et je suis sincèrement engagée pour que ce territoire il continue à vivre et puis qu'il y ait tout un tas de luttes qui puissent fleurir sur la base de ce qu'on va produire ici. Le combat pour quelques arpents de terre. Il a commencé ici, il y a 50 ans. Dans l'Aveyron, le cause du Larzac est le symbole des lieux qui résistent à l'État. Ici, au début des années 70, le gouvernement décide de construire un camp militaire. Une centaine de paysans vont réussir à faire reculer la République. On nous disait à l'époque que c'était un tas de cailloux habités par des gens moyenâgeux. C'est ce qu'avait dit le ministère. On a dit, bah ça nous va bien, les gens moyenâgeux et des tas de cailloux, ça vaut la peine de se battre, quoi. José Bové et le Larzac, une histoire de lutte pour garder le territoire. Une bataille qui fédère écologistes, pacifistes, anticapitalistes,
la naissance d'une contre-culture à la française. Chaque été, des dizaines de milliers de personnes se rassemblent sur le plateau. José Bové, lui, s'est installé à l'année, hiver compris. Il est objecteur de conscience. Il a 20 ans. Je suis venu participer à la construction d'une bergerie illégale en 1975. Nous nous sommes installés avec ma compagne et ma première fille, qui avait quelques mois, dans le hameau de Montredon, où on est ici. Si tu veux, moi je vais tendre. Ouais, c'est vachement pas facile. Tu veux que je t'emmène, Marie? Si tu veux. Oui. Tu vas aller quelque part? Oui. Nous, on a dit, eh ben, le Larzac va être le laboratoire foncier de la France, et nous, on s'engage à gérer collectivement ce territoire. Des points de différence de la lutte à Notre-Dame-des-Landes, c'est que beaucoup de gens sont venus de l'extérieur pour participer à la résistance parce qu'il y avait des risques d'évacuation. Et il y a eu une forme d'autonomisation de ceux qui venaient en soutien par rapport à ceux qui étaient déjà là. C'était très différent sur le Larzac il y a 48 ans, parce qu'à l'époque, quand on venait en soutien pour habiter à l'année, on devait le faire dans le cadre qui était fixé par les paysans. Après 10 ans de conflit, l'État recule. Son projet sur le Larzac est abandonné. Les paysans ont maintenant carte blanche pour gérer le territoire. L'exemple inspire toujours les contestations modernes. En France, on compte aujourd'hui 2 ZAD habités, Notre-Dame-des-Landes et les Lentillères à Dijon. Mais d'autres ZAD pourraient venir squatter les projets contestés. Les renseignements français surveillent 50 sites dans l'Hexagone. Ce matin-là, près de Nantes, la ZAD vient petit déjeuner devant la communauté de communes. Les héritiers de José Bové n'ont pas réglé la question foncière. Il y a à la fois les propriétaires et les zadistes, parfois concurrents, parfois alliés. Le département est le nouveau propriétaire. Il a pris le relais de l'État. Nous, on demande à minima la reconnaissance d'un statut d'exception ici, la possibilité d'expérimenter une autre manière de vivre, parce qu'on pense que, d'une manière générale, c'est une clé pour avoir des territoires qui ont un peu plus de gueule, de richesse, d'autonomie en eux-mêmes. On va faire nos demandes parce que comme ça, ils seront enregistrés quelque part. Et c'est pour ça qu'il va falloir continuer à mettre la pression par ailleurs, quoi. Le PLUI, Plan local d'urbanisme intercommunal, le nerf de la guerre des terres. Pour rester, les habitants veulent changer la loi agricole. La ZAD, telle qu'elle est, ne rentre pas dans les cases, car ici, tout est collectif. On a un chantier tous les mercredis où tout le monde peut venir et on dispatche les gens en fonction de ce qu'il y a à faire, etc. Bah là, tu vois, ça c'est tout ce qu'il y avait à faire la semaine dernière, quoi. Ici, on cultive à 20 ou 30 personnes. Mais pour être en règle, on ne déclare qu'un seul individu par projet. C'est pour ça que les projets agricoles qui ont été déposés, ils sont là pour permettre aussi à tout le reste d'exister. Et c'est pour ça aussi que même si des fois il y a juste un nom de déposé, en vrai il y a toute une équipe qui gère les projets derrière. En vrai, ça fait que c'est pas une personne qui se retrouve pieds et poings liés à faire que ça de sa vie. Tu produis pas juste pour toi, tu produis également pour d'autres. Dans les grosses cultures, il y a des patates, des haricots, des choses comme ça qui servent à des cantines de lutte.
Du coup, ça permet des moments de rassemblement où les gens ils peuvent construire ensemble. Ok. Se battre pour quelques hectares. Sur la zone de l'ancienne ZAD, les habitants qui sont restés appliquent un même schéma. Ils ont même dessiné le plan dans une de leurs fermes. La ZAD, c'est une quinzaine de bâtiments en dur. Sur la carte, les carrés jaunes, les maisons collectives, légales. Les croix violettes représentent les constructions détruites. Restent autour des habitats légers, des roulottes, des cabanes, des yourtes. Et certaines constructions sont toujours menacées de destruction. Nous, ce qu'on demande, c'est pas de construire partout, en fait, c'est de pouvoir juste se loger décemment et de pouvoir continuer à vivre dans les endroits qu'on a construits et qu'on a défendus. Et ces cabanes-là, elles ont un sens. C'est vraiment mon espace de vie que j'aime beaucoup parce que je l'ai construit et je le trouve agréable et chaleureux. Construire soi-même, c'est une manière aussi de se rendre compte de ce que c'est, qu'est-ce que ça représente en fait concrètement une construction. Du coup, c'est des endroits plus petits, au milieu aussi d'autres activités, d'autres gens, des voisins, des amis qui sont là, des camarades de lutte. À 20 mètres derrière sa cabane, l'espace d'habitat collectif. Une yourte construite par des militants suisses il y a 6 ans. On vit à 3 ici. C'est notre habitat collectif. Donc notre salon-cuisine, on va dire. Et après, chaque personne a son endroit privé pour dormir. C'est notre maison, notre lieu de vie, quoi. L'idée de base, je pense que ça là, elle a fait son chemin parce qu'elle est revendiquée partout, c'est de plus parler en termes de propriété de la terre, mais de parler de gestion des usages du foncier. Et le foncier a des usages différents. Il y a l'agriculture, il y a la préservation de l'environnement, il peut y avoir l'habitat. Et donc on ne parle plus en termes de propriété, ça m'appartient ou ceci ou cela, mais c'est un contrat qui est passé entre un collectif d'habitants et des personnes individuelles sur l'occupation de tel endroit sur une durée déterminée pour avoir telle activité. Les paysans du Larzac et José Bové ont trouvé un arrangement avec l'État, le propriétaire. Il loue ses terres. Contrat de location, valable, 99 ans. Le terme de ZAD est devenu en fait un mot qui permet d'identifier la résistance à des projets, mais qu'on peut retrouver en Allemagne, qu'on retrouve en Angleterre, qu'on a retrouvé même dans les forêts en Russie, etc., etc. Donc on voit que ce mouvement s'élargit et qu'en même temps, c'est souvent aussi un autre mode de vie. « 1000 km au nord du Larzac, la région du Brabant en Belgique. Depuis un demi-siècle, la ville nouvelle de Louvain s'agrandit. Seule une poignée d'irréductibles résiste à l'urbanisation. Bienvenue au quartier de la Baraque. Donc voilà, ça aurait dû être ça. On a échappé belle. Ça, c'est aussi le quartier de la Baraque, mais dans la version un peu conventionnelle. Anaïs habite la Baraque depuis 1 an. Le lieu vit en sursis depuis sa création. Les habitations y sont tolérées, mais jamais complètement régularisées. On dit que le quartier de la Baraque, c'est
longue négociation depuis 44 ans. Voici le hameau, fin 68. Quelques maisons en pleine campagne, juste avant l'arrivée de l'université. Imagine-t-on ici, dans une dizaine d'années, une ville à l'échelle de 50 000 habitants. Un chantier comme les autres, le cyclotron. Les facultés des sciences qui le voisineront doivent être achevées en 1974. 45 ans plus tard, l'université est une ville à part entière. 30 000 habitants, dont 2 tiers d'étudiants, logés dans les cotes, les chambres. La ville ne cesse de s'étendre, sauf sur le quartier de la Baraque. S'il n'y avait pas eu l'université qui était venue s'installer ici, le quartier de la Baraque n'existerait pas parce que des étudiants en architecture n'ont pas voulu habiter en ville dans les côtes et ainsi de suite et ont amené quelques roulottes ici. Jacques Quin est le doyen du quartier. On ne paye pas de loyer, non. Il y a 30 ans, il crée l'épicerie bio, puis une maison commune. Le lieu accueillait cette année des rencontres internationales de l'habitat léger. Ben, c'était le gros bazar, quoi. Je te dis, il y a 1000 personnes qui sont passées ici, donc tu vois le genre. C'est un quartier alternatif qui a été vraiment construit par les gens du quartier qui sont venus s'installer. Donc c'était des roulottes, des maisons terre-paille, avec des règles à nous. Nous n'avons pas de chef, ni de président, ni rien du tout. Mais nous n'avons aucun droit sur le terrain, ni rien. Si l'université nous disait dans 15 jours, vous devez être parti, on doit être parti. Et pour avoir tribunal entier là, on aurait tort. Depuis 10 ans, Olivier vit dans sa bulle. Le salon extérieur. Avant, le quartier était confidentiel. Aujourd'hui, c'est un symbole, au-delà de la Belgique. La Baraque est victime de son succès. On doit refuser les nouveaux arrivants et on continue à tenir tête aux 2 propriétaires, l'université et la commune. C'est ma bulle ici, voilà, mon habitation. Il y a 20 ans, ils étaient occupés à construire le centre et ils n'avaient pas le temps de s'occuper d'ici. Et puis maintenant, on en est où l'UNIF a construit tous les terrains qu'ils avaient. Et donc maintenant, ils commencent à grappiller sur ce qui leur reste. Et on est 3 hectares. Donc c'est une épine dans leur pied un peu. Mais comme l'alternatif est en vogue, ils préfèrent maintenant garder le village et un peu le mettre en valeur, quoi. Ce qui est génial pour nous. En Belgique, à force de patience, les alternatifs ont remporté la bataille culturelle. À Notre-Dame-des-Landes, le partage des hectares est plus complexe. Il y a les agriculteurs historiques qui ne sont jamais partis, les paysans expropriés qui veulent revenir. Au final, les projets des zadistes sont minoritaires, seulement 10% de la surface totale. Donc, ta tâche, ça va être de tenir la pièce, exactement comme tu faisais. Pierrot n'a pas pu déclarer son projet de forge. Les règles du zonage agricole l'interdisent. Il est donc hébergé par une ferme et pratique le prix libre, par conviction. J'accepte très rarement de l'argent, c'est vraiment quand les gens insistent et que j'en ai besoin. J'ai quelque chose à acheter, ça arrive aussi. Mais autrement, non, c'est le don contre don. Moi, je m'arrange pour que les gens ils trouvent pas porte close ici et qu'ils puissent faire ce dont ils ont besoin. Que les nécessités soient remplies. Et en même temps, je sais que notre système il tourne assez bien pour que moi j'ai à manger, par exemple. Il y a toujours des légumes cultivés par des gens qui utilisent les outils qu'on fabrique ici. Et ça me va très bien comme ça. J'ai jamais aussi bien mangé que depuis que je vis comme ça. C'est ce que j'ai senti ici, je l'avais, pour ainsi dire, jamais senti avant. Une énergie humaine qui est énorme et tu te sens porté, quoi. Ça nous porte encore hein, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est quelque chose de beau qui s'est passé et
pas possible, on n'a qu'une vie, fallait pas rater ça, quoi. Le feu sacré pour Pierrot et les autres. Aujourd'hui, il reste 100 à 200 zadistes sur l'ancien territoire administratif de l'aéroport. Pour la ZAD, l'heure d'entrer dans le champ de la loi est arrivée. Un dernier combat terre à terre pour la République en marge.